Les mains qui serraient l'enveloppe tremblaient. Dehors, au pied de la tour de verre, le vent cinglait son manteau fin, mais ce n'était pas le froid qui la faisait frissonner. C'était la décision. Léa Martin dévisageait le nom gravé à côté de la porte du penthouse. Édouard Fournier. Un homme qu'elle connaissait à peine, lui proposant quelque chose qui la dépassait. Elle leva la main vers la sonnette, hésita, et puis elle appuya. 2 mois plus tôt, Léa Martin n'était qu'un visage dans la foule, 27 ans, épuisée, invisible. Elle nettoyait des salles de classe avant le lever du soleil et scannait des articles à la caisse d'un supermarché bien après minuit. La vie ne l'avait jamais épargnée, mais aujourd'hui, elle se montrait impitoyable. Sa mère, Hélène, déclinait à vue d'œil. L'hôpital exigeait un paiement immédiat pour un traitement qui pourrait la sauver ou la laisser partir dans la dignité. Quoi qu'il en soit, la facture était plus élevée que ce que Léa pourrait gagner dans toute une vie. Elle avait tout essayé, les prêts, les œuvres de charité, les supplications, jusqu'à ce que l'unique réponse arrive dans une enveloppe blanche immaculée. Remise par un homme en costume qui ne dit qu'une seule chose. « Monsieur Fournier souhaite vous parler. » Ce soir, à l'intérieur de cette enveloppe, le prix d'un miracle. Mais aucun détail. Juste une heure, une adresse et un choix. Voici l'histoire de la façon dont Léa a fait face à l'impensable et a découvert quelque chose que personne n'attendait. Mais à cet instant précis, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le réveil sonna à 4h45. Léa n'appuya pas sur le bouton snooze. Jamais. Elle resta simplement allongée un moment, à fixer les fissures du plafond, écoutant la respiration de sa mère depuis la chambre voisine. Courte, difficile. Elle se leva sans un bruit, se déplaçant dans l'appartement comme quelqu'un qui connaît par cœur chaque craquement du parquet. Dans le miroir de la salle de bain, son reflet lui renvoya des yeux fatigués et creusés. Ses boucles brunes étaient attachées en un chignon désordonné. Son uniforme sentait légèrement l'eau de Javel et ses chaussures étaient encore humides de son service de la veille. C'était ça, sa vie. 2 services par jour. Nettoyer les salles de l'école primaire Victor Hugo le matin. Travailler à la caisse du petit bistrot jusqu'à la fermeture. Chaque paie s'évaporait avant le week-end. Chaque nuit se terminait avec la toux de sa mère, son corps s'affaiblissant, son esprit s'éteignant. À l'école, Léa frottait les sols pendant que les élèves passaient à côté d'elle, la remarquant à peine. Au bistrot, elle souriait malgré ses pieds endoloris, servant des clients qui n'apprirent jamais son nom. Elle continuait parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais ce jour-là, un jeudi, l'hôpital appela. Sa mère ne réagissait plus à son traitement actuel. Le traitement expérimental était la seule option restante. Il coûtait plus de 100 000 €. Léa rit quand ils le lui annoncèrent. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Elle n'avait même pas les moyens de payer l'essence pour se rendre à l'hôpital plus de 2 fois par semaine. Ce soir-là, après avoir fermé le bistrot, elle trouva un homme qui l'attendait dehors. Grand, impeccablement vêtu, immobile comme une statue. « Mademoiselle Martin ?» demanda-t-il. Elle se figea. « Oui ?» Il lui tendit l'enveloppe. « C'est pour vous, de la part de Monsieur Fournier. »« Qui ?» Il dit que vous comprendrez. Elle ne comprit pas, pas vraiment. Mais l'adresse à l'intérieur était réelle. L'heure du rendez-vous approchait. Et sa mère n'avait jamais semblé aussi pâle. Léa se tenait dans sa minuscule cuisine, fixant l'enveloppe. Elle aurait dû la jeter. Au lieu de ça, elle la posa soigneusement à côté des boîtes de médicaments de sa mère. Et s'assit, en silence. Parce que parfois, la vie ne vous brise pas avec des cris. Elle vous brise avec le silence. Léa avait toujours rêvé d'offrir la paix à sa mère. Pas la richesse, pas des vacances, juste une journée sans douleur. Une journée où Hélène Martin pourrait respirer sans machine, s'asseoir à nouveau près de la fenêtre, ou peut-être traverser la rue pour aller au parc qu'elle nettoyait autrefois. C'était ça, le rêve. Mais les rêves ne paient pas les factures d'hôpital. Au cours des 48 heures suivantes, Léa fit ce qu'elle faisait toujours. Elle se battit. Elle appela toutes les associations caritatives, remplit tous les formulaires en ligne, attendit des heures au téléphone. Sa voix s'érailla à force de répéter son histoire à des inconnus qui ne se souciaient que d'assez pour dire « désolé ». Elle essaya même une banque. Vêtue de son jean le plus propre et de la vieille veste de son frère,
Elle s'assit en face d'un conseiller clientèle qui la regardait comme si elle lui faisait perdre son temps. « Mademoiselle Martin, dit-il sans méchanceté, vous gagnez, quoi, 14 000 par an ? 16 000, mentit-elle. Il soupira. Nous ne pouvons pas approuver cela. Vous n'êtes pas un risque viable. Elle hocha la tête, le remercia et sortit les yeux secs. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissura. Cette nuit-là, de retour au petit bistrot, elle laissa tomber un verre. Pas n'importe quel verre, un gobelet épais et démodé qui rebondit sur le comptoir et explosa sur le sol devant un client. « Je suis tellement désolée !» halta-t-elle, s'agenouillant déjà pour ramasser les éclats. L'homme ne cria pas, ne tressaillit pas. Il la regarda simplement avec des yeux qui ne sillaient pas. Elle le reconnut instantanément. Édouard Fournier. Il était une légende dans le monde des affaires de la capitale. Le fils cadet d'un industriel déchu, qui avait transformé la honte familiale en un empire. Immobilier, technologie, logistique. Un tacticien froid et brillant. Que faisait-il au petit bistrot? « Vous êtes Léa, dit-il doucement, comme s'il connaissait son nom bien avant ce soir. Elle cligna des yeux, hochant lentement la tête. « Oui, c'est moi qui ai envoyé l'enveloppe. » Elle se figea. « Vous l'avez lu ?»« Oui, et je n'ai pas décidé. » Fournier l'étudia. Pas son corps, pas son visage. Elle, « Bien, dit-il. On ne devrait pas précipiter de telles décisions. » Il se leva pour partir, puis s'arrêta. « Je serai à l'adresse indiquée. Demain soir. Si vous venez, l'offre tient toujours. » Il posa un billet de 100 € sur la table à côté du verre brisé. Pour le dérangement. Et puis, il disparut. Léa resta là, immobile, le cœur battant à tout rompre. Quelle sorte d'homme offre une fortune pour une nuit, sans dire pourquoi? Elle rentra chez elle, s'assit près du lit de sa mère et observa la montée et la descente de chaque souffle comme si c'était du temps emprunté. Le rêve était toujours là, vacillant, mais il s'estompait rapidement. Les lumières de l'hôpital bourdonnaient doucement au-dessus de sa tête. Léa était assise au bord du lit de sa mère, tenant la main froide d'Hélène, comptant les secondes entre chaque respiration laborieuse. L'oxygène sifflait. Les moniteurs émettaient des bips, et les mots du médecin résonnaient encore dans son crâne. « Si nous ne commençons pas le traitement d'ici lundi, il n'y aura plus grand-chose à traiter. » Lundi, 3 jours. 3 jours pour trouver un miracle. Elle n'avait plus personne à appeler. Son père avait disparu quand elle avait 11 ans. Pas de frères et sœurs, pas d'économie. Même le bistrot avait réduit ses heures. L'école lui a dit qu'il ne pouvait pas promettre de travail pour l'été. Elle était seule. Cette nuit-là, Léa rentra chez elle sous la pluie, sans parapluie, sans argent pour le bus, juste le silence et le murmure de l'eau glissant dans son dos. Son téléphone vibra dans sa poche. Numéro inconnu. Elle ne répondit pas. Elle savait déjà qui c'était. De retour dans son appartement, elle enfila des vêtements secs, versa des céréales sans lait dans un bol et s'assit à la minuscule table. Elle fixa le contrat que l'assistant d'Édouard Fournier lui avait envoyé par email. Ce n'était pas compliqué. Une nuit, sans restriction, paiement garanti, aucune mention d'intimité, pas de jargon juridique, juste une attente. Léa le lut 2 fois, puis une 3e, puis elle ferma son ordinateur portable et pleura. Pas fort, pas de façon désordonnée, juste des larmes silencieuses, chaudes et lentes, du genre qui viennent quand on a tout gardé en soi trop longtemps. Qu'est-ce que cela signifiait de se donner à quelqu'un comme ça? Était-ce vraiment si différent de ce qu'elle faisait chaque jour, donner son temps, son dos, son âme, pour une misère? Mais cela semblait différent. C'était son corps, son choix, sa limite. Et pourtant, était-ce vraiment un choix? Elle pensa aux mains de sa mère, autrefois si fortes, maintenant minces comme du papier. Elle pensa à la façon dont Hélène fredonnait en balayant le porche, comment elle faisait de la soupe avec des restes, comment elle croyait toujours qu'il s'en sortirait. Mais il ne s'en sortait pas sans aide. À 2h16 du matin, Léa se dirigea vers la fenêtre et regarda le quartier sombre, des clôtures en grillage, des lampadaires cassés, l'aboiement d'un chien au loin. Elle déverrouilla son téléphone, fit défiler jusqu'au message, appuya sur « Appeler ». Ça sonna 2 fois. Fournier, sa voix se brisa. « C'est Léa ». Une pause. « J'espérais que vous appelleriez. Je n'ai pas décidé. J'ai juste
Besoin de savoir. Si je dis oui, vous paierez vraiment le traitement? En entier? En entier, sans aucune condition par la suite. Elle déglutit difficilement. Quand? Demain, 21h. Mon chauffeur viendra vous chercher. Elle mit fin à l'appel. Ne dis pas au revoir. Ne dormis pas. Le lendemain soir, elle s'habilla en silence. Pas pour impressionner, juste pour être propre. Elle choisit une robe noire d'une friperie, qu'elle gardait au fond du placard pour des entretiens qui ne sont jamais venus. Quand la voiture arriva, Hélène dormait. Léa se pencha et embrassa le front de sa mère. « Je vais arranger ça », murmura-t-elle, d'une manière ou d'une autre. Le trajet fut silencieux. Les lumières de la ville vacillaient derrière la fenêtre, comme des fantômes. Quand la voiture s'arrêta, Léa sortit et leva les yeux vers la tour qui s'élevait dans le ciel comme un monument à tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Dans l'ascenseur, elle vit son reflet dans les panneaux dorés. Elle n'avait pas l'air effrayée, elle avait l'air vide. Les portes s'ouvrirent sur un étage privé. Elle se tint devant la porte, le cœur battant la chamade. Puis, elle sonna. « Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous acculait, que chaque option avait un prix trop élevé à payer? Dites-le-moi dans les commentaires. Parfois, votre histoire, votre survie, pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. » La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper une deuxième fois. Édouard Fournier se tenait là, en chemise noire, les manches retroussées juste assez pour montrer la tension dans ses avant-bras. Pas de cravate, pas de sourire. Il s'écarta. Léa entra. Le Penthouse était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement du trafic de la ville en contrebas. Des baies vitrées révélaient un horizon qu'elle n'avait vu que depuis des arrêts de bus. Il fit un geste vers une table dressée pour deux. Chandelles, vin, assiettes intactes. « J'ai pensé que nous pourrions manger d'abord, » dit-il doucement. Elle s'assit, les mains jointes sur ses genoux. « Vous ne perdez vraiment pas de temps. » Il croisa son regard. « Je ne suis pas ici pour vous tromper, Léa. » Elle ne répondit pas, ils mangèrent en silence. Ou plutôt, il mangea. Elle picora la nourriture, l'estomac noué. Au milieu du repas, elle demanda « Pourquoi moi ?» Édouard se pencha en arrière. « Parce que vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas flirté. Vous m'avez regardé dans les yeux quand vous avez laissé tomber ce verre. Et vous vous êtes excusé comme si votre vie en dépendait. Mais vous n'avez pas flanché. » Elle le dévisagea. « Donc c'est de la curiosité ?» Il inclina la tête. « C'est du respect, tordu peut-être, mais réel ?» L'honnêteté la prit au dépourvu. Après le dîner, il se leva. « Vous pouvez encore partir. » Léa se leva lentement, se dirigea vers la fenêtre, regarda un monde qui ne lui avait jamais fait de place. Sa main effleura la vitre. Puis, sans se retourner, elle parla, d'une voix basse mais ferme. « Je suis ici parce que je n'ai plus le choix. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas humaine. » Elle se tourna pour lui faire face. « Je ne veux pas être plainte, et je ne serai pas brisée. Si je vous accorde cette nuit, ce n'est pas parce que je ne suis rien. C'est parce que je suis tout pour quelqu'un qui a besoin de moi, vivante et battante. » Édouard ne bougea pas, ne parla pas. Léa prit une profonde inspiration. « Alors, si vous voulez m'utiliser, ne le faites pas. Si vous voulez me voir, je suis juste ici. » Quelque chose dans son expression changea. Ne s'adoucit pas, mais se fissura. Il hocha la tête, juste une fois. Et pour la première fois cette nuit-là, elle sentit qu'elle se tenait de nouveau sur ses propres pieds. Le soleil du matin inondait les fenêtres comme s'il ne se souciait pas de ce qui s'était passé la nuit précédente. Léa se réveilla dans un lit au drap de lin, seule. Sa robe était pliée soigneusement sur une chaise. Une note reposait sur la table de chevet. « Le traitement de votre mère a été entièrement organisé. Elle sera admise cet après-midi. » Et F. Elle s'assit lentement, s'attendant à la nausée, à la honte ou à un regret profond. Mais tout ce qu'elle ressentit fut l'immobilité, pas la paix, pas le triomphe, juste l'immobilité. En bas, un chauffeur attendait en silence. Il ne posa pas de questions. Elle ne parla pas. Ils allèrent directement à l'hôpital. À l'accueil, l'infirmière sourit de surprise. « Oh, mademoiselle Martin, le nouveau dossier de votre mère est arrivé ce matin même. Tout est couvert. Vous êtes dans la nouvelle aile maintenant. Chambre 418. » Léa hocha la tête, stupéfaite.
Plus tard dans l'après-midi, alors qu'Hélène était transportée dans sa nouvelle chambre privée, Léa se tenait près de la fenêtre, les mains tremblantes. Ça avait marché, ça avait vraiment marché. Elle aurait dû ressentir du soulagement. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser était « Pourquoi est-ce que ça ne ressemble pas à une victoire ?» Les jours suivants se déroulèrent comme des ombres, lents, silencieux, inévitables. Hélène commença son premier traitement. Les médecins étaient optimistes. Léa retourna au travail, prétendant que tout était pareil. Au bistrot, elle souriait aux clients. À l'école, elle frottait les sols, mais son corps bougeait comme s'il ne lui appartenait plus. Et la nuit, elle s'asseyait au chevet de sa mère, la regardant dormir, attendant que quelque chose se fissure en elle. Ça n'arriva pas, jusqu'à mardi soir, quand son téléphone vibra avec un message. Numéro inconnu. Accepteriez-vous de dîner avec moi sans aucune attente, juste un dîner? Et elle fixa l'écran pendant un long moment. Pourquoi la contactait-il? Pourquoi une partie d'elle voulait-elle répondre? Elle ne répondit pas ce soir-là, mais elle pensa à lui. Elle pensa à la façon dont il l'avait regardée, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus froid et de plus étrange, presque comme du respect ou de la solitude. Le lendemain, elle se retrouva à ouvrir à nouveau le message, à taper, effacer, taper à nouveau, peut-être. Elle appuya sur envoyer, puis jeta son téléphone sur le lit. Ses mains tremblaient à nouveau. Que lui arrivait-il? Le restaurant ne ressemblait en rien au Penthouse. Petit, calme, pas de lustre, juste des chandelles, du vieux jazz et le faible cliquetis de la vaisselle derrière les portes de la cuisine. Édouard Fournier se leva quand elle entra, surpris, peut-être même soulagé. Léa portait un simple chemisier bleu, pas de maquillage, pas de talons. Elle n'était pas venue pour impressionner. « Je ne pensais pas que vous viendriez, dit-il doucement. « J'ai failli ne pas venir, répondit-elle en prenant place. Mais je voulais vous regarder dans les yeux. Une fois de plus. Il hocha la tête, faisant signe au serveur de s'éloigner. Pas de faux semblants ce soir. Bien, dit-elle. Ne faisons semblant de rien. Il y eut un silence entre eux, du genre qui pèse plus que les mots. Finalement, elle parla. Je ne suis pas venue pour des excuses, et je ne veux pas que vous agissiez comme si nous étions quelque chose. Nous ne le sommes pas. Édouard ne broncha pas. Il se contenta d'écouter. J'ai vendu une partie de moi-même pour sauver quelqu'un que j'aime, continua-t-elle. Et je ne mentirai pas. J'ai pensé à cette nuit tous les jours depuis. Je pensais que je me sentirais brisé, mais ce ne fut pas le cas. Il la regarda, son expression indéchiffrable. Je me suis sentie consciente de qui j'étais, du peu de contrôle que j'avais jamais eu. Mais aussi, sa voix se cassa un instant, de tout ce qu'il me reste. Édouard se pencha en avant, sa voix basse. Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal, Léa. Je pensais ce que j'ai dit, j'ai vu quelque chose en vous, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, quelque chose de vrai. Elle le fixa. Alors, pourquoi y mettre un prix? Silence à nouveau. Cette fois, ce fut à son tour de détourner le regard, parce que je ne sais pas comment être proche des gens sans être en contrôle. Léa sentit quelque chose s'adoucir. Juste un peu, pas du pardon, de la compréhension. Vous avez dit « sans aucune attente ». Alors voici la mienne, ça se termine ce soir. Édouard hocha lentement la tête. Si c'est ce que vous voulez. Elle se leva, sortit quelque chose de son sac. Le contrat, signé, plié, payé en totalité. Elle le posa sur la table. Je n'ai pas honte, mais je ne suis pas non plus un souvenir. Puis elle se tourna pour partir. À la porte, elle s'arrêta. Regarda en arrière. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous dira oui. Parce qu'il le désire, pas parce qu'il y est obligé. Et puis elle sortit dans la nuit, la tête haute, le cœur battant, mais certaine. Le vent lui frappa le visage alors qu'elle posait le pied sur le trottoir, et elle ferma les yeux. Cette fois, elle ne tremblait pas. Elle était libre. Léa ne retourna pas au bistrot, pas tout de suite. Au lieu de cela, elle passa les jours suivants à l'hôpital, aidant sa mère à marcher à nouveau sur de courtes distances. Hélène avait repris des couleurs. Ses yeux étaient plus brillants. Elle rit même. Pas son ancien rire, pas encore, mais c'était réel. Elles ne parlèrent jamais de l'origine de l'argent, pas directement. Un matin, alors que Léa aidait sa mère à se coiffer, Hélène la regarda et dit « Je ne sais pas ce que tu as dû faire, ma chérie, mais je sais que tu l'as fait par amour. »
Léa ne répondit pas. Elle serra juste la main de sa mère un peu plus longtemps que d'habitude. Plus tard, dans le bus qui la ramenait chez elle, Léa regardait par la fenêtre la ville qu'elle pensait connaître. Elle ne se sentait pas fière, mais elle n'avait pas honte non plus. Ce qu'elle avait fait ne disparaîtrait jamais, mais sa signification non plus. Parce que la survie n'est pas toujours belle. Parfois, elle est désordonnée, silencieuse, compliquée. Parfois, elle coûte plus que quiconque ne devrait jamais avoir à payer. Mais Léa le savait maintenant. Tu n'es pas la pire chose que tu aies dû faire pour survivre. Et parfois, la dignité ne vient pas du fait d'être intacte. Elle vient du fait de se relever quand même. Peut-être n'avez-vous jamais été confronté à un choix comme celui de Léa. Peut-être que vos batailles étaient plus silencieuses, des factures impayées, des nuits blanches, aider quelqu'un qui n'a même jamais su à quel point il a failli tout perdre. Mais si vous vous êtes déjà trouvé à la croisée des chemins, le cœur battant, sans aucune bonne option en vue, alors vous comprenez, vous savez ce que c'est que d'agir par amour, même quand ça fait mal. Alors dites-moi, avez-vous déjà dû porter quelque chose seul ? Laissez votre histoire dans les commentaires. C'est peut-être la seule chose que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce soir. Et si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait vous sentir vu, même pour un instant, laissez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires qui explorent en profondeur ce que signifie vraiment survivre. Parce qu'ici, nous croyons aux secondes chances et à la force qu'il faut juste pour continuer.